Et maintenant, l'invité de la matinale, il est politologue, chercheur associé à l'Université de Paris, maître de conférences à HEC, et il a publié Géopolitique de l'Arctique aux éditions Economica. Avec lui, on va s'intéresser à l'extrême nord de la planète. Pourquoi tant d'intérêt et de convoitise ? Thierry Garcin, bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Thierry Garcin, si on vous avait dit qu'un jour il y aurait une escalade entre l'Europe et les États-Unis pour empêcher ces derniers d'y planter leur drapeau, l'auriez-vous cru ? Non, je ne l'aurais pas cru, évidemment. J'aurais été quand même inquiet au début de la première présidence Trump, où il a dit, au fond, le Groenland, ce serait une en ricanant d'ailleurs, il ne le croyait pas si bien dire par rapport à lui-même, ce serait une formidable entreprise immobilière et ce serait un gain fantastique sur le plan immobilier. Vous vous rendez compte un peu l'approche des relations internationales. C'est à la fois la rapacité à l'égard d'un territoire qui n'est pas un territoire européen, mais qui est un territoire d'un pays européen, évidemment le Danemark, et la cupidité. C'est-à-dire que nous sommes dans des relations internationales complètement inversées. Tout est à l'envers. Vous avez les États-Unis, on vient d'en parler, vous avez la Russie qui accuse l'Ukraine d'être fauteur de guerre, vous avez le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, qui croit bon d'applaudir à tout rompre à la violation du droit international, le secrétaire général de l'OTAN qui va nous parler des valeurs de l'OTAN un jour. Et c'est évidemment l'attaque des États-Unis contre l'Iran, totalement illégale, quoi qu'on dise. Et puis, il y a Madame von der Leyen, alors à Bruxelles, en général, qui commence à dire que ils veulent renforcer l'OTAN. Alors, on est dans des situations schizophréniques. Il faut renforcer l'OTAN. Or, le patron de l'OTAN est en train de vouloir nous prendre un territoire d'un pays membre de l'Union européenne. Donc, on est dans une pour nous, c'est complètement dépaysant et c'est à peu près incompréhensible, cette façon dont le président Trump, c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et surtout, le plus important, et quoi qu'on dise, le droit international existe, on n'a pas de solution de remplacement, et le droit international est, si vous voulez, un peu le code de la route du monde entier. Il est peut-être mauvais, mais le droit international doit être appliqué. Et là, tout part en éclat. Et de la part de l'ancien patron de l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis. Le droit européen, lui, pourrait s'appliquer à travers l'instrument anti-coercition. On découvre cette possibilité depuis ce week-end. Cette réponse européenne vous paraît-elle appropriée ? En tout cas, elle est nécessaire. Alors, c'est un instrument, comme on dit, qui date de 2023, qui n'a jamais été utilisé. Vous en avez parlé sur votre antenne tout à l'heure, qui permet d'avoir, par exemple, d'établir des quotas, d'établir des droits de douane, donc bloquer des investissements, en l'occurrence, évidemment, américains, et ainsi de suite. Et c'est utile, c'est nécessaire certainement. Simplement, l'Union européenne est une grosse machine. C'est quand même une quincaillerie, excusez-moi l'expression, une quincaillerie administrative. Et ça va être long, ça va être difficile. Il va y avoir des divergences. Dieu merci, l'Italie, dans l'affaire de l'Ukraine, arrête ses moqueries à l'égard des pays qui sont allés militairement, même symboliquement. C'était un symbole politique. Ça a été très mal vendu par les pays intervenants il y a quelques jours. C'est un symbole politique, c'est tout. Ce n'est pas une opération militaire Tarascon. Vous évoquez la mission militaire européenne au Groenland. Oui, il y a quelques jours. Les 15 chasseurs alpins français. Oui, et puis, je crois, sauf erreur, 6 pays de l'Union européenne et 2 pays hors Union européenne, la Norvège et le Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, cette réponse symbolique ? Je parle justement de cette fameuse mission au Groenland. On a ricané parce qu'effectivement, ce n'est pas une mission militaire au sens propre du terme, c'est plutôt une intervention de repérage, de reconnaissance. Ça a été très mal vendu, comme s'il s'agissait tout d'un coup d'affirmer la souveraineté de l'Union européenne sur ou la souveraineté d'ailleurs du Danemark plutôt, sur le Groenland. Il y a eu des effets d'annonce tout à fait désastreux. Il fallait dire simplement que c'était symbolique et qu'il y avait une question de souveraineté qui était fondamentale. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est non pas la vacance, mais l'effet de sidération de l'Union européenne dans cette affaire-là, et le fait qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et alors, ils sont dans une situation... Thierry Garçon, ils sont sidérés, ou alors ils mobilisent le fameux bazooka anti-coercition? Je suis pas sûr d'ailleurs que le terme de bazooka convienne, parce que il faut jamais dire qu'on a une arme, fatale, y compris dans le domaine nucléaire. Personne n'en sait rien. Donc je crois que le fait d'utiliser sans arrêt le mot bazooka, finalement déconsidère un peu l'éventualité
l'éventuelle force de cet instrument de, comme on appelle, anti-coercition, qui était prévu d'ailleurs au départ à cause de la Chine. Mais enfin, on ne rentre pas dans les détails. Venons-en au Groenland. Avez-vous compris ce que veut là-bas Donald Trump, qu'il naît déjà ? Ben oui, il n'a pas besoin d'occuper militairement le Groenland, il y est déjà sur place. Alors, on a ironisé en disant il y a 150 militaires américains dans la base de Thulé, qui se trouve au nord-ouest, tout à fait très éloigné au nord-ouest du Groenland. On a ironisé sur les quelques dizaines d'officiers européens. Les États-Unis sont déjà chez eux, ils n'ont pas besoin de contrôler. La base de Thulé, c'est une formidable forteresse, comme on appelle d'alerte avancée, qui est destinée à essayer de repérer les missiles attaquants, les missiles balistiques attaquants. Alors, hypothèse d'école, bien sûr, provenant de l'Union soviétique avant et de la Russie aujourd'hui. Mais il ne faut pas négliger non plus dans cette équation internationale le rôle de la Chine, qui est très intéressant et qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus astucieux, intelligent que celui de la Russie en la matière. Alors, quant à parler de la menace russe et de la menace chinoise sur le Groenland, ça n'a aucun sens. C'était ma question, oui, parce que ça n'a aucun sens. C'est l'argument qu'a brandi Donald Trump, c'est-à-dire il faut absolument... Mais il ment comme à la largeur de dents, vous le savez bien. Vous n'allez pas me l'apprendre. Il faut absolument que je m'occupe du Groenland parce que les Européens dans l'OTAN le font mal. Enfin, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Alors que c'est un territoire parfaitement paisible et surtout qui n'est pas convoité, vous le dites, ni par les Russes ni par les Chinois. Non, il est convoité pour les Chinois. Ils ont eu des vues sur les minerais et sur la construction, la rénovation d'aéroports récemment. À l'époque, il y a quelques années, les États-Unis ont mis le haut là, d'ailleurs très 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 utilement. Mais je veux dire, on nage dans des contradictions phénoménales et dans des situations diplomatiques schizophréniques. Quand je vois la France dire on va renforcer l'OTAN, le patron de l'OTAN, les États-Unis, on renforce l'OTAN au bénéfice de quelqu'un qui veut vous, excusez-moi l'expression, on est entre nous, qui veut vous chouraver un territoire. Alors on est dans une situation absurde. Et ce qui me frappe, c'est l'absence de même pas de diplomatie, de réaction communautaire. Parce qu'encore une fois, il y a 2 pays non membres de l'Union européenne qui sont sur place, mais il n'y a pas les 27. Et Madame von der Leyen, elle dit très peu de choses. Madame Kallas, qui est la haute représentante pour la politique étrangère et les questions de sécurité, ne dit pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est dans presque une vacance de réaction collective, et heureusement qu'il y a, il ne faut pas trop s'en moquer, heureusement qu'il y a la France, qu'il y a l'Allemagne, qu'il y a d'autres pays, le Danemark, le Danemark évidemment percé, la Suède et ainsi de suite, heureusement. Immense paradoxe, le Danemark est depuis de longues années un des principaux alliés européens des États-Unis dans leurs différentes guerres. Ils sont assez mal payés de retour. Ils paient un peu ils sont un peu les auteurs de leur malheur, parce que ils n'avaient de cesse que de nous dire que l'atlantisme c'était la règle du jeu. Nous en savons, nous Français, depuis des décennies quelque chose sur la relation transatlantique et la relation... De Gaulle nous avait mis en garde. De Gaulle nous avait mis en garde. Il était parti en 66 du commandement militaire intégré, qu'on a malheureusement réintégré commandement militaire sous Sarkozy, sauf erreur en 99, sauf erreur. Et donc le Danemark... Vous êtes sûr? Pas sous Sarkozy, c'était sous Sarkozy, c'est pas après 2007. C'est 2009. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit 99. Je vous remercie de me corriger. Non, mais les lapsus, on ne se les entend pas dire, c'est ça le problème. Alors, et merci beaucoup. Et puis, donc, ils ont été farouches alliés des États-Unis de Bush fils dans l'affaire de l'Irak 2003, Saddam Hussein. Ils ne sont pas, et c'est leur droit, dans l'euro. Ils n'étaient pas, et c'est leur droit, dans la politique étrangère européenne. Dès qu'il y a eu la guerre d'Ukraine, tout de suite, ils sont allés dans la politique étrangère et de sécurité communautaire. Enfin, ils veulent le beurre et l'argent du beurre à chaque fois. Bref, les Danois étaient quasiment plus amis avec les États-Unis que ne le sont aujourd'hui les Anglais. Oui, alors là, c'est pousser très loin le bouchon, mais d'une certaine façon, vous avez raison. Mais c'est toute cette couronne atlantique au sens géographique du terme. Ça va de la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, les Pays-Bas, le Danemark et bien sûr le Portugal. Ce sont des pays qui sont orphelins maintenant des États-Unis. Et ils nous ont fait la leçon sans arrêt dans leurs relations aux États-Unis. Il n'y avait rien de mieux. Et l'Union européenne était quelque chose de secondaire. Et bien maintenant, ils sont coincés. Et en plus, tous ces pays sont souvent
ferrés ou enferrés dans leur relation avec la Russie à cause de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais imaginé de plan B. Dans la vie, dans les relations internationales, non seulement il faut imaginer un plan B, quand on a un plan A, mais généralement dans la vie, et nous le savons tous, c'est le plan C qui arrive, celui qu'on n'avait pas prévu. Et bien là, ils sont, excusez-moi, un peu tout nus. Thierry Garcin est l'invité de la matinale de Radio Classique, il est l'auteur de Géopolitique de l'Arctique. On parle très peu des habitants du Groenland, parce qu'ils sont peu nombreux, 56, 57 000. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire valoir leurs droits, ou imaginez-vous qu'ils vont de guerre là se vendre à Donald Trump? Alors, se vendre, non, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas, parce que c'est une approche bilatérale entre les États-Unis et le peuple groenlandais, qui est quand même relativement patriotique et qui a un patriotisme tout à fait remarquable, un patriotisme ethnique. Hein, ce sont des Inuits, ce qu'on appelait autrefois des Esquimaux, et ce sont des gens qui sont chez eux. Je suis désolé. Et donc ils peuvent devenir indépendants. Et ils avaient un slogan qui est complètement périmé aujourd'hui, un slogan qu'ils ont il y a 1 ou 2 ans brandi, c'est-à-dire le Groenland dans le monde, rien sans le Groenland, sans le Groenland. Le seul ennui, c'est que le Groenland, de ce point de vue-là, est absent. C'est-à-dire, ils ont eu un patriotisme un peu à éclipse. Maintenant, ils se rapprochent évidemment du Danemark. Enfin, on n'aimerait pas être groenlandais en ce moment. Et pourtant, ils sont passés à une culture militaire depuis quelques années. Ils font des exercices militaires nationaux. Ils ne comptent pas uniquement sur le Danemark et d'éventuels protecteurs. C'est un peuple de pêcheurs. D'abord, c'est pas du tout un peuple combattant au sens guerrier du terme. 90%, 97% sauf erreur des exportations, c'est la pêche. Alors, ils peuvent devenir indépendants parce qu'ils ont une autonomie élargie depuis quelques années. Copenhague était d'accord pour qu'ils deviennent indépendants, et ce n'est évidemment plus de saison, puisqu'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance, à commencer par les moyens financiers. Thierry Garcin, vous avez publié Géopolitique de l'Arctique. En quoi cette zone géographique très vaste suscite-t-elle de plus en plus de convoitises? Alors, parce que les enjeux sont multiples. Par exemple, des enjeux environnementaux, le réchauffement de la planète beaucoup plus sensible donc au pôle Nord pour simplifier. Ce sont des enjeux stratégiques, c'est-à-dire militaires pour les États-Unis et pour l'ensemble des pays riverains, y compris la Russie, riverains évidemment de l'Arctique. Ce sont des enjeux économiques avec le transport maritime. Ce sont des enjeux, on va dire, hydrocarbures que nous connaissons bien, pétrole et gaz, mais surtout gaz. Ce sont des enjeux transport maritime, je l'ai dit, minéraux. Surtout d'ailleurs au Canada et en Russie. Et ce sont des enjeux multiples, ce sont des enjeux interactifs, et ce sont des enjeux pluridisciplinaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas isoler un enjeu parmi les autres. Ils sont tous un peu complémentaires les uns des autres. Avec un paradoxe, c'est que plus il y a fonte des glaces, plus la circulation des bateaux est aisée, et plus la prédation ou la surexploitation de cette zone s'accentue. Oui, alors il faut voir ça sur le temps long, parce que le passage du nord-ouest au-dessus du Canada est relativement négligeable et très difficile d'utilisation pour les marins, militaires ou civils ou marchands. Le passage du nord sur la Russie est dévolu à la Russie, qui le fait très bien, mais il faut demander les autorisations normalement et pour profiter de brise-glace à propulsion nucléaire russes qui sont remarquables. Et ce qui est intéressant à voir ça à long terme, c'est la route, ce qu'on appelle transpolaire, c'est-à-dire délivrer justement de ces deux passages, le long du Canada et le long de la Russie. Vous avez un passage qui est en train de s'ouvrir d'ici 30, 40 ans, peut-être 20 ans ou 35 ans, peu importe, et selon les spécialistes, c'est-à-dire qu'on passera au milieu. Et dans ce cas-là, encore une fois, et les États-Unis ont cette vision-là géopolitique, l'Arctique est un océan, sera liquide, totalement liquide, seulement quelques mois de l'année, en été seulement, mais on pourra faire passer des bateaux du détroit de Bering à l'Atlantique réciproquement et autrement sans aucune difficulté. Donc c'est une route transpolaire la Méditerranée, ce sera une Méditerranée pour les Américains. Thierry Garcin au micro de Radio Classique. Je rappelle que vous avez publié Géopolitique de l'Arctique aux éditions Economica. Merci. Et merci de votre invitation. À bientôt.